lors des funérailles de mon père. Mes oncles ne savaient pas que je les entendais, l'idiot ne comprend rien. Ce murmure, lancé comme un crachat dans l'ombre du cloître, a allumé en moi une flamme que rien n'éteindra. Et quand j'ai vu leurs yeux luisants de convoitise sur le cercueil, j'ai su que ma vengeance ne serait pas un cri, mais un scalpel, précis, invisible, mortel. Je m'appelle Alexandre Duval. Et jusqu'à ce jour d'octobre 2018, dans la petite ville de Provins, à 1 heure de Paris, j'étais l'ombre de la famille. Provins, avec ses remparts médiévaux qui ceinturent les secrets comme des chaînes rouillées, était le berceau de notre lignée. Mon père, Henri Duval, avait bâti un empire discret, une chaîne de brasseries artisanales qui fournissait les bistrots parisiens en bières ambrées. Ces nectars qui font oublier les amertumes de la vie. Il était mort d'un infarctus fulgurant, à 62 ans, laissant derrière lui un testament que personne n'avait anticipé. Mais avant cela, il y avait eu les années de silence, où j'avais appris à écouter sans être vu. Les funérailles se déroulaient dans l'église Saint-Kyrias, un édifice du XIIe siècle dont les pierres suintent encore l'humidité des siècles passés. Le soleil filtrait par les vitraux, jetant des éclats colorés sur le cercueil de chêne verni, comme si Dieu lui-même ironisait sur notre hypocrisie familiale. Ma mère était morte 10 ans plus tôt, d'un cancer qui l'avait rongée en silence. Et depuis, j'étais le fils unique, l'héritier présumé. Mais pour mes oncles Jacques, le cadet ambitieux, et Laurent, l'aîné calculateur, j'étais une anomalie. À 28 ans, j'avais un master en économie de la Sorbonne. Mais ils me voyaient comme un rat de bibliothèque. Un rêveur inoffensif qui préférait les équations aux poignées de main. L'idiot, disait-il dans les dîners de famille, riant de ma timidité, de mes silences. Ils ignoraient que ces silences étaient des filets, tendus pour capturer leurs paroles imprudentes. Ce jour-là, après la messe, ils s'étaient réfugiés dans le cloître adjacent, croyant m'avoir semé près de la tombe familiale. J'étais là, tapi derrière une colonne sculptée de gargouilles grimaçantes, le cœur battant comme un tambour de guerre. Jacques, avec sa voix nasillarde de banquier parisien, avait lancé « L'idiot ne comprend rien ». Henri lui a tout laissé. Mais il va tout foutre en l'air. On doit agir vite. Laurent, plus mesuré, avait répondu « Calme-toi. On contrôle déjà les fournisseurs. Une fois qu'il signera les procurations, on le saignera à blanc. Il est faible, comme sa mère. » Leur rire avait ricoché sur les murs. Un écho de trahison qui m'avait traversé comme une lame. Je n'ai pas pleuré. Pas ce jour-là. Au lieu de cela, une clarté s'est faite en moi. Une logique froide, implacable. Mon père m'avait élevé dans l'ombre de la raison, les hommes forts brisent. Alexandre. Mais les sages dissèquent. Il m'avait confié, dans ces derniers mois, des dossiers codés sur une clé USB ou des preuves de malversation. De pots de vin que mes oncles avaient ourdis pour détourner des fonds de l'entreprise. Il savait qu'il complotait. Et il m'avait choisi comme instrument de sa justice posthume. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. La vengeance, ai-je compris ce jour-là, n'est pas un feu d'artifice, c'est une érosion patiente. Un poison lent qui ronge de l'intérieur. Les semaines suivantes ont été un ballet d'apparence. J'ai assisté à la lecture du testament chez le notaire de Provins. Un homme sec nommé Maître Lefebvre.
dont les lunettes en écailles de tortue reflétaient la lumière comme des lames. Tout mettait les gués, les brasseries, les vignobles adjacents à Reims, les comptes en banque gonflés par des décennies de commerce discret. Mes oncles ont feint la surprise. Serré ma main avec des sourires carnassiers. Félicitations, neveu, a dit Jacques. Sa paume moite contre la mienne. Laurent a ajouté, on est là pour t'aider. L'entreprise a besoin de mains expérimentées. J'ai hoché la tête, les yeux baissés, jouant l'idiot qu'il voulait voir. Intérieurement, je cartographiais leurs faiblesses. Jacques avait une maîtresse à Paris. Une actrice ratée qui coûtait cher, Laurent. Un fils toxicomane qui mendiait des fonds pour ses dettes. De retour dans l'appartement familial. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle aux murs tapissés de livres jaunis. J'ai ouvert les dossiers. La clé USB révélait tout, factures falsifiées. Contrats truqués avec des fournisseurs italiens. Des retraits occultes vers des comptes offshore aux Caïmans. Mon père avait noté. De sa main tremblante, ils te tueront si tu ne les tues pas d'abord. Mais par l'esprit. Pas par le sang. J'ai passé des nuits blanches. Penché sur mon ordinateur. Traçant des schémas comme un architecte de ruines. La première étape, infiltrer leur confiance. J'ai proposé à Jacques de gérer les finances quotidiennes, j'ai besoin de ton expertise. Oncle. Il a mordu à l'hameçon. Me confiant des accès au compte. Laurent. Plus méfiant. A accepté de superviser les vignobles. Me forçant à voyager avec lui à Reims. Ces voyages étaient des leçons en anatomie humaine. À Reims, sous les caves voûtées où les bouteilles dormaient comme des momies, Laurent buvait du champagne trop tôt le matin, se laissant aller à des confidences avinées. Ton père était un tyran. Tu sais. Il nous a volé notre part dès le début. Je hochais la tête, feignant l'empathie. Tandis que j'enregistrais tout sur mon téléphone. Ces murmures qui deviendraient des chaînes. Jacques. À Paris. M'invitait dans son bureau haussmannien. Entouré de tableaux volés à l'héritage familial. Là. Il fanfaronnait sur ses conquêtes. Ignorant que je notais chaque nom. Chaque date. Chaque vulnérabilité. Mais la vengeance véritable commence par une fracture intime. Un soir de novembre. Lors d'un dîner familial forcé dans la salle à manger de Provins. Où les chandelles projetaient des ombres dansantes sur les portraits ancestraux. J'ai lâché la première pierre. Oncle Jacques. J'ai vu cette facture pour l'appartement de Montmartre. C'est pour l'entreprise. Il a pâli. Sa fourchette suspendue. Laurent a ri nerveusement, ne t'inquiète pas pour ces détails. Alexandre. Concentre-toi sur les bières. J'ai souri. Innocent, bien sûr. C'est juste que papa insistait sur la transparence. Le silence qui a suivi était un poison gazeux. S'infiltrant dans leur pores. De là. Les fissures se sont élargies. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic lyonnais nommé Moreau. Qui fouillait les ombres pour 500 € la journée. Ces rapports arrivaient par mail crypté, photo de Jacques avec sa maîtresse dans un hôtel de la rive gauche. Enregistrement de Laurent négociant des doses pour son fils avec un dealer de banlieue. Chaque preuve était une brique dans mon mur invisible. Mais le cœur de ma revanche battait dans l'esprit, j'ai commencé à altérer subtilement les contrats. Une clause ici. Un pourcentage là. Des signatures falsifiées avec un logiciel que j'avais appris sur le dark web. Mes oncles pensaient contrôler, en réalité. Je les menais en bateau. Vers un écueil qu'ils ne voyaient pas. Noël approchait. Et avec lui.
La grande assemblée familiale à Provins. La neige avait saupoudré les remparts, transformant la ville en un décor de cartes postales macabres. J'avais préparé mon cadeau, une présentation PowerPoint anodine sur « L'avenir des brasseries ». Devant le notaire et les cousins indifférents. J'ai projeté des graphiques impeccables, masquant des projections falsifiées qui montraient des pertes imminentes si certaines pratiques persistaient. Jacques a transpiré, Laurent a toussé dans son verre. C'est théorique. Bien sûr. Ai-je dit d'une voix douce. Mais papa détestait les risques. Cette nuit-là, seul dans ma chambre au plafond bas, j'ai ressenti le premier vertige de la puissance. Ce n'était pas de la joie, mais une catharsis clinique. Comme si je disséquais mon propre passé. Enfant, j'avais subi leur moquerie, l'idiot qui lit des livres au lieu de jouer au foot. Adolescent, leur sabotage, notes falsifiées pour m'empêcher d'entrer à l'ESSEC. Adulte, leur indifférence face à la maladie de ma mère, qu'ils qualifiaient de « faiblesse génétique ». Chaque insulte était une dette. Et je collectais les intérêts avec une précision chirurgicale. Le printemps 2019 a apporté les premières saignées. J'ai divulgué anonymement les photos de Jacques à sa femme. Une bourgeoise de Neuilly qui l'a quitté avec une pension alimentaire qui a rogné ses réserves. Laurent a vu son fils arrêté pour possession. Et j'ai aidé, en payant la caution via un compte offshore que j'ai ensuite gelé, le laissant se débattre dans les filets de la justice. Ils se sont tournés vers moi, suppliant « Aide-nous ». Alexandre. La famille d'abord. J'ai feint la compassion, signant des prêts qui n'étaient que des pièges à rats. Mais la vraie tempête a éclaté en été. Lors d'une inspection fiscale surprise que j'avais orchestrée via un contact au fisc parisien. Les agents ont débarqué aux brasseries de Provins, fouillant les registres que j'avais minutieusement piégés. Jacques a été accusé d'évasion, Laurent de blanchiment. Dans le bureau du notaire, face à leur regard hagard, j'ai enfin levé le masque. Vous vous souvenez de l'idiot, ai-je dit. La voix calme comme un lac gelé. Il comprenait tout. Pourtant, la vengeance n'est pas linéaire, elle creuse des abysses en soi. Tandis qu'il sombrait, Jacques ruiné. Fuyant à Bruxelles, Laurent interné pour dépression. Son fils en prison. Je me suis retrouvé face au vide. L'empire était mien. Intact. Florissant sous ma direction discrète. Mais les nuits étaient hantées par les échos de leur rire. Par le fantôme de mon père murmurant « As-tu gagné ? Où es-tu devenu eux ?» Provins. Avec ses rues pavées qui résonnent des pas des fantômes. Me renvoyait mon reflet, un homme victorieux. Mais évidé. Un an plus tard. En octobre 2020. J'ai vendu une partie des brasseries à un conglomérat allemand, empochant des millions que j'ai reversés à des associations pour les orphelins de cancer. C'était ma rédemption. Ou du moins mon illusion de paix. Mes oncles ? Des ombres effacées. Des noms sur des dossiers jaunis. Et moi ? Alexandre Duval ? L'idiot qui avait tout compris. Je marchais enfin sous le soleil de Provins. Libre, mais portant le poids d'une âme marquée au fer de la revanche. Non. Ce n'était pas la fin. La vengeance, comme un vin de Bourgogne, se bonifie avec le temps. Mais elle laisse un arrière-goût âpre qui vous colle à la langue. Après la chute de mes oncles, j'ai cru pouvoir refermer le chapitre. Me fondre dans la routine d'un entrepreneur prospère. Les brasseries ronronnaient. Les bières coulaient dans les cafés de la Bastille. Et Provins, avec ses touristes japonais mitraillant les remparts, semblait un décor neutre pour une vie nouvelle.
Mais le passé est un chien qui mord la cheville quand on tourne le dos. Et le mien s'appelait Émilie. Émilie Laurent Howie. La nièce de mon oncle. La cousine que j'avais à peine remarquée pendant l'enfance. Avec ses tresses blondes et son rire comme un carillon. Elle avait 25 ans maintenant. Étudiante en droit à Nanterre. Et elle m'avait contacté un soir de novembre 2020. Via un mail laconique, Alexandre. On doit parler. De l'héritage. Et de la justice. Son ton était sec. Professionnel. Mais je sentais sous les mots la braise d'une colère contenue. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot anonyme du Marais. Sous les poutres noircies par des siècles de tabac et de confidences. Elle était arrivée en manteau de laine grise. Les cheveux ramassés en chignon sévère. Les yeux verts comme les vignes de Reims en automne. « Tu as détruit ma famille. » a-t-elle dit sans préambule. Sirotant un café noir. Mon père est un fantôme maintenant. Et mon frère. Sa voix s'est brisée. Mais elle s'est reprise. Droite comme une lame. J'ai écouté. Impassible. Tandis qu'elle déballait les faits que je connaissais déjà, les nuits blanches de Laurent. Les dettes de son frère. La honte qui rongeait leur lignée. Tu étais l'idiot. Disait-il. Mais tu as joué comme un maître. Pourquoi? Pourquoi? La question m'a transpercé comme une aiguille. Pour la première fois. Face à cette femme qui n'était ni complice ni victime. J'ai dû fouiller dans les strates de ma rage. Parce qu'ils m'ont volé plus que de l'argent. Ai-je répondu enfin. Ils m'ont volé mon père. Ma mère. Mon droit à être vu. Elle a hoché la tête. Non pas en compassion. Mais en compréhension clinique. Et maintenant? Tu es riche. Puissant. Est-ce que ça guérit? Sa question flottait dans l'air chargé d'odeurs de croque-monsieur et de vin renversé. De là est née une alliance improbable. Émilie n'était pas venue pour accuser. Mais pour négocier. Elle voulait une part de l'héritage pas pour la vengeance. Mais pour racheter la dignité de son père. En échange, elle offrait son expertise juridique, des failles dans les dossiers que j'avais construits. Des moyens de blanchir ma conscience sans risquer la prison. Nous avons passé des soirées à décortiquer les lois. Dans mon appartement de Provins. Entouré de cartes des vignobles et de bouteilles entamées. Elle était logique. Impitoyable dans ses arguments. Mais sous la carapace. Je devinais une faille, la peur d'être comme eux. Une Laurent née pour manipuler. Au fil des mois. Notre partenariat a glissé vers quelque chose de plus intime. Une nuit de février 2021. Après une dispute sur une clause fiscale. Nos regards se sont croisés par-dessus les papiers épars. Et le silence a explosé en un baiser fiévreux. C'était comme si nos vengeances se fondaient. Chair contre chair. Dans la chambre aux meubles anciens qui grinçaient sous nos poids. Son corps était tendu. Marqué par les combats intérieurs ou des cicatrices fines sur les poignets. Vestige d'une adolescence tourmentée par le chaos familial. Ne me brise pas toi aussi. A-t-elle murmuré dans l'aube grise. Mais la vie, cette ironiste cruelle, avait d'autres plans. Jacques, mon oncle exilé à Bruxelles, n'avait pas capitulé. Via un avocat véreux. Il lança une procédure en justice. Accusant de fraude et de manipulation. Les journaux locaux de l'Est parisien titrèrent « L'héritier de Provins au cœur d'un scandale familial ». Provins bruissait de ragots, les commères du marché au fromage me lançaient des regards en coin. Émilie et moi nous sommes barricadés. Passant des nuits à préparer la défense. C'est alors que j'ai découvert sa trahison, des mailles cachées dans son ordinateur.
adressée à Laurent. Elle jouait sur 2 tableaux, cherchant à me saigner pour sauver son père. Le choc fut un gouffre. Pas la rage pure d'avant, mais une douleur sournoise. Comme un ulcère qui ronge l'âme. Pourquoi, ai-je hurlé dans le salon éclairé par une lampe à huile, les flammes dansant sur son visage pâle. Parce que la famille est une prison. Alexandre. Et toi? Tu en as les clés. Mais je ne peux pas choisir. Ces larmes étaient vraies. Mais inutiles. J'ai vu en elle le reflet de mes oncles, la logique tordue par l'affection mal placée. Le lendemain, je l'ai confrontée avec l'épreuve. Et elle a quitté Provins sans un regard en arrière, emportant un chèque que je lui ai tendu au nom par faiblesse. Mais pour clore le chapitre, seul à nouveau, j'ai plongé dans le travail. Les brasseries se sont étendues, une nouvelle ligne bio. Des partenariats avec des sommeliers de Lyon. Mais la nuit, les cauchemars venaient, Émilie riant avec Laurent. Jacques me pointant du doigt depuis une tombe ouverte. La vengeance m'avait isolé. Transformé en un homme qui calculait chaque relation comme un risque. Un soir, errant sur les remparts sous une lune laiteuse, j'ai compris, la vraie revanche n'est pas la destruction des autres, mais la reconstruction de soi. J'ai contacté un thérapeute à Paris. Un juif ashkénaze nommé Cohen, qui écoutait sans juger. Ces séances étaient des dissections, votre père vous a armé pour la guerre. Mais qui soigne les blessures? Petit à petit. Les murs tombaient. J'ai revu les photos de ma mère, riant dans un jardin de Provence. Et pour la première fois, j'ai pleuré sans honte. L'été 2022 a apporté un tournant, l'acquittement dans le procès de Jacques. Faute de preuves solides, mon propre piège. Retourné contre lui. Il est mort d'une crise cardiaque peu après. Seul dans un garni bruxellois. Laurent, lui, s'est suicidé en mars. Laissant une lettre, l'idiot a gagné. Émilie réapparut en automne. Enceinte de 6 mois. Frappant à ma porte sous une pluie battante. C'est le tien, dit-elle simplement. Le choc fut un éclair, paternité. Non planifiée, mais inévitable. Nous avons recommencé. Prudemment. Dans une maison louée près de Reims. Entourée de vignes qui mûrissaient comme des promesses. La naissance de notre fils, en janvier 2023, fut un bain de lumière, ses pleurs. Ses poings minuscules brisaient les chaînes du passé. Aujourd'hui, à 35 ans, je dirige l'Empire avec une main ferme mais ouverte. Provins est mon encre. Ces rues un rappel que la vengeance forge. Mais l'amour libère. Et quand je regarde mon fils téter au sein de sa mère, je sais, l'idiot a enfin compris. Pourtant, même l'amour a ses ombres. Et la mienne s'est nommée Victor. Mon fils, avec ses yeux verts hérités d'Émilie et ma chevelure noire, était un phare dans la brume de mes doutes. Mais la famille Duval, cette hydre aux têtes coupées qui repousse, n'en avait pas fini avec moi. Laurent avait un frère cadet. Oublié dans les méandres de l'arbre généalogique, Paul. L'oncle noir du troupeau. Un ancien militaire reconverti en vigile pour des boîtes de nuit à Marseille. Il surgit en mai 2023. Alors que nous fêtions les 1 an de Victor dans un restaurant champenois. Sous des guirlandes de lumière tamisées. Il était massif. Le visage buriné par le sel méditerranéen et les regrets. Vêtu d'un blouson de cuir craquelé. Alexandre, grognatait-il en serrant ma main comme un étau. J'ai appris pour Laurent. Et pour toi.
Émilie se raidit à mes côtés. Victor gazouillant innocemment dans son siège. Paul n'était pas venu pour les félicitations, ses yeux, injectés de sang, balayaient la salle comme un radar en quête de cible. Au fil du dîner au magret de canard et champagne millésimé, il déballa son grief, exclu de l'héritage par Henri pour indiscipline. Il avait ruminé pendant des décennies, finançant ses haines avec des petits jobs louches. Tu as ruiné tes oncles. Gamin. À mon tour maintenant. Sa voix était un grondement bas, masqué par le tintement des verres. Il avait des preuves. Prétendait-il, des lettres de mon père accusant Paul de vol mineur dans les brasseries. Mais aussi des aveux supposés de Jacques sur mes manipulations. Je vais tout balancer aux flics de Marseille. Ou aux médias. Imagine les titres, l'Empire du Val, forgé dans le sang fraternel. Émilie pâlit, serrant Victor contre elle. Moi. Je sentis la vieille machine se remettre en marche, analyse. Contre-attaque. Scalpel. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Paul s'installa à Provins, louant un garni près des remparts, harcelant les employés des brasseries avec des questions insidieuses. Les ragots enflèrent, l'oncle fantôme veut sa part. J'aurais pu l'acheter. Comme tant d'autres. Mais quelque chose en lui est cette brute sans phare. Cette honnêteté rugueuse me retint. Au lieu de cela, je l'invitai chez moi. Dans la maison de Reims où les vignes murmuraient des secrets au vent. Émilie protesta, il est dangereux. Mais je vis en lui un miroir déformé de moi, un homme forgé par le rejet. Affûté par la survie. Autour d'une table chargée de fromage de brie et de pain croustillant. Nous parlâmes. Pas de vengeance d'abord. Mais d'enfance. Paul raconta Provins des années 70, les bagarres dans les ruelles. Henri le favorisant toujours. Jacques et Laurent complotant déjà dans l'ombre. Ton père m'a jeté comme un Kleenex parce que j'ai piqué une caisse de bière pour payer une dette. Mais c'était eux qui m'avaient mis dedans. Ses poings se serraient. Veinés de bleu. Je partageais mes propres cicatrices, les moqueries. Les nuits à douter de ma valeur. Pour la première fois. La famille n'était plus un champ de bataille. Mais un puzzle brisé. Émilie, prudente, observait depuis le seuil. Victor endormi contre son épaule. Lentement, Paul se radoucit. Acceptant un poste de consultant en sécurité pour les brasseries, un rôle qui canalisait sa force sans la laisser déborder. Mais la trêve fut courte. En juillet, un incendie ravagea un entrepôt à Provins, des palettes de bière parties en fumée. Une perte de 200 000 €. Les soupçons tombèrent sur Paul ou un mégot trouvé près du site. Son passé de pyromane juvénile. Les flics l'emmenèrent. Menottes cliquetantes sous le soleil implacable. Je savais que ce n'était pas lui. L'enquête révéla des traces d'accélérants importés. Et un témoin anonyme pointa vers un rival marseillais. Un concurrent italien cherchant à racheter nos parts à bas prix. Mais le mal était fait, Paul. Brisé. Avoua sous pression un vieux larcin pour en finir. Condamné à 2 ans. Il me lança depuis le box, tu vois. Gamin? La famille te bouffe toujours. Émilie, enceinte de notre deuxième, pleura cette nuit-là. Murmurant, et si c'était toi? Le poison? La question me hanta comme une migraine. J'embauchai Moreau, le détective, pour creuser. Les rapports affluaient, connexion entre l'incendie et un cabinet d'avocats parisiens lié à Émilie. Non. Pas elle directement. Mais son ancien mentor. Un professeur de Nanterre qui avait des dettes envers les Italiens.
Avait-elle parlé? Un mot de travers dans un café? La paranoïa s'installa, transformant nos dîners en champs minés. Victor, sentant la tension, pleurait plus souvent, ses rires devenant rares. En octobre 2023, la vérité éclata, le mentor d'Émilie avait utilisé des infos glanées lors d'une visite à Reims pour orchestrer le sabotage. Elle l'ignorait. Mais sa proximité avec le milieu juridique l'avait rendu vulnérable. Nous nous réconciliâmes dans un hôtel thermal des Vosges. Baigné de vapeurs sulfureuses qui lavaient les impuretés. Je ne suis pas ton ennemi, jura-t-elle. Ses mains sur mon ventre arrondi. Et je crus. Parce que l'amour est une foi aveugle. Paul sortit en conditionnel en 2025. Amaigri. Les yeux hantés. Je l'accueillis à Provins, lui offrant une petite brasserie à gérer seule une concession. Un pardon. Il hésita. Puis accepta, pour le gosse. Pas pour toi. Victor a 2 ans. Lui tendit un jouet rouillé. Et pour la première fois, Paul sourit vraiment. La famille, ai-je pensé, n'est pas une malédiction, mais un défi, la forger ou la briser. Mais sous la surface, les courants agitaient encore. Un mail anonyme arriva en décembre, l'idiot pense-t-il avoir gagné? Attends la suite. Signé, un Duval. Le mail était un ver dans la pomme. Un poison digital qui se propagea dans mes veines comme une fièvre. Décembre 2025. Provins sous un manteau de givre qui craquelait les pavés comme des os fragiles. Émilie, alourdie par sa grossesse avancée, insistait pour que nous ignorions, c'est du bluff. Les Duval sont finis. Mais moi, forgé dans le doute, je ne pouvais pas. La signature, un Duval, évoquait un fantôme collectif. Une malédiction lignagère. J'appelai Moreau, qui grogna au téléphone, encore? Vous attirez les emmerdes comme un aimant. Duval. Son enquête prit des semaines. Un labyrinthe de faux comptes et de VPN masqués. Pendant ce temps, la vie continuait sa comédie, Victor apprenait à marcher dans les vignes gelées de Reims. Trébuchant sur les sarments comme sur des souvenirs. Paul gérait sa brasserie avec une efficacité bourrue. Produisant une bière ambrée baptisée, l'ombre. Un clin d'œil ironique à nos passés. Émilie accoucha en janvier. D'une fille prénommée Claire. Aux cris stridents qui perçaient les nuits comme des sirènes d'alarme. La joie était réelle. Mais entachée, chaque berceuse que je chantais à Claire était interrompue par le bip d'un mail non lu. La révélation vint en février. Brutale comme un coup de butoir. Le corbeau était Sophie, la sœur illégitime de Jacques. Une femme de 50 ans vivant à Lyon. Serveuse dans un bouchon lyonnais. Fille d'une liaison oubliée. Elle avait appris son ascendance via un test ADN bon marché. Et la mort de Jacques l'avait propulsée dans une rage froide. Ces messages étaient des flèches empoisonnées, détails sur mes crimes, les faux contrats. Les fuites orchestrées. Agrémentées de photos volées de notre maison à Reims. Tu as pris tout à mes frères. À mon tour de reprendre. Sophie n'était pas une brute comme Paul, c'était une araignée. Tissant sa toile avec patience. Elle contacta les médias régionaux. Lâchant des bribes qui firent les choux gras de France Bleu, scandale à Provins, l'héritier accusé de fratricide financier. Les investisseurs hésitèrent. Les commandes chutèrent. Émilie, épuisée par Claire, me supplia, achète-la. Ou pardonne. Mais le pardon était un luxe que je ne pouvais plus me permettre, il avait un goût de capitulation. Je la rencontrai à Lyon. Dans son bistrot enfumé du Vieux Lyon.
où les odeurs de saucisson et de Beaujolais masquaient à peine l'attention. Sophie était menue. Les cheveux grisonnants noués en queue de cheval. Les yeux d'un bleu laiteux comme le roquefort. « Tu ressembles à Henri. » dit-elle en posant 2 verres de Côtes-du-Rhône. Le salaud qui m'a ignoré. Son histoire coula comme le vin, abandonnée à la naissance. Élevée dans la misère des faubourgs, elle avait survécu en volant des pourboires et en haïssant en silence. La découverte de son sang Duval avait été un feu, j'aurais pu être riche. Au lieu de ça, je sers des tripes à des porcs. Nous parlâmes des heures. Les clients partant un à un. Laissant la salle dans une pénombre complice. Je vis en elle non une ennemie, mais une sœur égarée ou une variante de moi. Forgée par le rejet. Rejoins-nous. Proposai-je enfin. Une part dans les brasseries. Pas par pitié, mais par droit. Elle rit. Un aboiement sec, et devenir ta marionnette? Non. Je veux te voir saigner. Mais dans ses yeux. Une fissure, la solitude d'une vie sans racines. De retour à Provins. Je mis en branle le plan B, une offre publique d'achat pour racheter les actions minoritaires, consolidant mon contrôle. Moreau infiltra son entourage. Découvrant ses dettes, un fils accro au jeu. Une sœur malade. Au lieu de la ruiner, je payais anonymement 50 000 € versés à la clinique. Quand elle le découvrit, via un chèque sans expéditeur, elle m'appela. La voix tremblante, pourquoi? Parce que la vengeance est un cercle vicieux. Sophie. Et j'en sors. Elle capitula en mars, signant un accord de non-divulgation contre une pension viagère. Mais le coup fut intérieur, des nuits d'insomnie où je revivais chaque trahison, me demandant si j'étais sauveur ou tyran. Émilie, sentant mon tourment, organisa une thérapie de couple avec Cohen, qui nous guida à travers les labyrinthes de la confiance. L'amour n'efface pas les cicatrices, dit-il un soir, sous les lambris de son cabinet haussmannien. Il les transforme en tatouages. L'été 2026 apporta une accalmie. Victor et Claire grandissaient. Des tornades de joie dans la maison de Reims. Paul devint oncle gâteau, enseignant à Victor des nœuds marins sur les berges de la Marne. Sophie visita une fois. Timide, apportant des saucisses lyonnaises, Claire babilla à ses pieds, ignorant les abysses qui nous liaient. Les brasseries prospéraient, exportant vers l'Allemagne. Et je lançai une fondation pour les enfants exclus. Nommée « Ombre et Lumière », un hommage discret à nos luttes. Pourtant, un soir de septembre, sous un ciel zébré d'étoiles filantes, Émilie murmura « Et si un autre Duval surgit ?» Je la serrai contre moi. Inhalant son parfum de lavande, alors, on affrontera ensemble. L'idiot n'est plus seul. L'automne 2026 fut un prélude trompeur. Un calme avant la tempête qui porta le nom de Gabriel. Mon demi-frère. Fruit d'une aventure d'Henri dans les années 80 avec une actrice de province. Émergea comme un spectre d'un passé que je croyais enterré. À 40 ans. Il était galeriste à Paris. Un homme élancé aux tempes grisonnantes. Vêtu de tweed anglais et d'un cynisme affûté. Il m'écrivit d'abord une lettre manuscrite sur papier crème, parfumée à la bergamote, annonçant sa venue à Provins pour discuter de notre héritage commun. Émilie fronça les sourcils en la lisant. Un frère? Ton père n'en a jamais parlé. Victor, 4 ans, dessinait des châteaux en ruine sur la table de la cuisine, inconscient du drame qui se profilait. Je sentis le sol se dérober, un Duval de plus. Un fantôme avec des droits potentiels.
nous nous rencontrâmes sur les remparts. Par un vent frisqué qui fouettait les drapeaux tricolores. Gabriel était charmant. Citant Baudelaire entre deux sourires, la famille est un vampire qui suce le sang des siens. Mais sous la poésie. Une lame, il réclamait 20% des actions. Arguant d'une reconnaissance paternelle verbale. Les négociations s'enlisèrent dans les salons feutrés d'avocats parisiens. Où les lustres en cristal projetaient des prismes sur des contrats tachés d'encre. Gabriel n'était pas comme les autres, il était cultivé. Manipulateur par l'esprit plutôt que par la force. Il dîna chez nous à Reims. Charma Émilie avec des anecdotes sur notre père, Henri m'emmenait au Louvre. Me montrant les Rembrandt comme des leçons de vie. Fit rire Victor avec des tours de magie. Claire. Dans ses bras. Gazouilla. Et pour un instant. Je vis une famille élargie. Pas une arène. Mais la nuit. Seul dans le bureau aux murs tapissés de cartes anciennes. Je disséquai ses mensonges. Moreau confirma, pas de reconnaissance légale. Mais des virements occultes d'Henri vers un compte au nom de Gabriel D, cadeau, qui sentait le chantage. Gabriel jouait sur la culpabilité. Me forçant à revivre l'absence de mon père. Ses voyages, d'affaires, qui masquaient des rendez-vous coupables. Imagine, me dit-il un soir. Un verre de notre bière à la main. Nous deux. Gérant l'Empire. Frères unis contre le monde. La tentation fut grande, un allié au lieu d'un ennemi. Mais la logique l'emporta. J'engageai des experts en généalogie. Prouvant que les virements étaient des prénoms remboursés. Et non un legs. Le clash survint en novembre. Lors d'une audience au tribunal de Troyes. Où les juges, impassibles sous leur robe noire, tranchèrent en ma faveur. Gabriel. Blême. Me glissa en sortant, tu es comme Henri, un destructeur. Sa revanche fut subtile. Psychologique. Il lança une exposition à Paris, ombre familiale. Des toiles sombres dépeignant des fratricides mythiques. Avec en sous-texte nos vies. Les critiques mordirent, le monde titra, l'art comme arme dans la querelle du Val. Les ventes des brasseries chutèrent de 15%. Les boycotts intellectuels piquant là où ça faisait mal. Émilie, stressée, fit une fausse couche mineure. Victor demanda, pourquoi l'oncle Gabriel est fâché? Je n'eus pas de réponse simple. La contre-attaque fut une masterclass en psychologie. J'acceptai une interview dans Libération. Racontant non la vengeance. Mais la rédemption, la famille m'a appris la force des liens. Pas des chaînes. J'invitai Gabriel à un débat public à Provins. Sous les remparts illuminés. Devant une foule de locaux et de journalistes. Nous parlâmes pas de droit. Mais de douleur. Tu as raison. Frère. Admis-je. Père nous a tous niés. Il craqua. Larmes aux yeux, j'aurais voulu un nom. Pas de l'argent. Nous signâmes un pacte, il devint consultant artistique pour la marque. C'est toi l'ornant les étiquettes de bière limitée. Claire. Grandissant. L'appelait, tonton peintre. La famille s'élargissait. Cicatrisée. Mais en décembre, un appel anonyme, les Duval ne meurent jamais. Prochain round. Le cycle semblait éternel. Une roue de fortune où chaque porte ouverte en masquait une autre. Janvier 2027. Et le nouveau spectre se nommait Isabelle, la veuve de Laurent. Une femme discrète que j'avais croisée aux funérailles. Les yeux rougis mais la posture royale. À 55 ans. Elle vivait à Dijon. Entourée de chassiamois et de souvenirs amers. Son courrier arriva par huissier, une demande de dommages pour « souffrance morale » liée au suicide de son mari.
Chiffré à 1 million d'euros. Émilie, tenant Claire sur la hanche. Riz jaune, encore? C'est une farce divine. Victor, à l'école maternelle de Reims, rentrait avec des dessins de familles heureuses, ignorant les tempêtes. Isabelle n'était pas une louve, c'était une colombe blessée, cherchant justice dans la paperasse. Nous nous vîmes dans un café dijonnais, sous les arcades Renaissance, où les effluves de moutarde et de pain chaud contrastaient avec sa voix chevrotante. Laurent haïssait Alexandre. Mais il t'enviait. Ton silence était plus fort que ses cris. Ses récits étaient des flèches empoisonnées, les disputes nocturnes de Laurent. Ses crises où il maudissait, l'idiot qui a tout pris. Elle avait des enregistrements ou des confessions avinées où il admettait ses fraudes. Mais accusait Henri de l'y avoir poussé. Je veux pas ton argent, dit-elle enfin, les mains tremblantes sur sa tasse. Juste des excuses. Pour clore. Le mot me frappa, excuse. La vengeance m'avait enseigné la destruction, le pardon, la vulnérabilité. Je refusai l'huissier, optant pour une rencontre privée à Provins, dans l'église Saint-Kyrias, là où tout avait commencé. Nous parlâmes devant le cercueil vide de mon père. Paul assista. Massif et silencieux, Sophie, venue de Lyon, apporta du vin. Gabriel esquissa notre cercle sur un carnet. Isabelle pleura. Et je m'agenouillai, pardon. Pour la douleur que j'ai causée. Pas pour les actes, je ne regrettais pas la justice. Mais pour les ondes de choc. Elle accepta. Et nous fondâmes une bourse au nom de Laurent, aide aux veuves d'entrepreneurs. Le printemps fleurit. Littéralement, les vignes reverdirent. Victor planta des semis avec Paul. Claire trottina vers Sophie. Émilie et moi. Dans les nuits calmes. Rêvions d'avenir, une extension à Bordeaux. Peut-être. Mais le mail final arriva en juin. D'un expéditeur fantôme, tous les Duval sont comptés. Sauf un, toi. Fin du jeu. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je brûlais les dossiers anciens dans un brasero sur les remparts. Les flammes léchant le papier comme un exorcisme. La famille n'était plus une guerre, mais un tapestry, fil entrelacé. Usé mais solide. Aujourd'hui. Courant 2027. Je marche à Provins. Victor à ma main. Claire dans mes bras. Émilie souriant au loin. L'idiot a compris, la vraie vengeance est la paix conquise. Non imposée. Et si un autre Duval surgit? Qu'il vienne. Nous serons prêts non avec des lames, mais avec des mains tendues.